Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 20 juillet. Nous vivons au milieu d'une multitude d'événements qui évoluent très vite. Des événements qui influencent notre vie, qui influencent le monde dans lequel nous vivons et qui très bientôt auront un impact sur le prix que nous payons à la pompe. Et si nous sommes ici, c'est pour vous donner des informations que vous ne verrez pas dans les médias traditionnels, ni dans les grands médias d'entreprise, ni même dans la plupart des médias indépendants. Nous avons des sources privilégiées qui nous transmettent ces informations et nous sommes heureux de pouvoir vous les partager. Avec nous aujourd'hui, un commentateur d'une expérience exceptionnelle, un membre fondateur de notre émission, Larry Johnson. Je vais bientôt lui passer le micro. Il va prendre la parole et vous donner les dernières nouvelles de notre part, les événements qui façonnent le monde dans lequel nous vivons. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, s'il vous plaît. Pensez aussi à cliquer sur le bouton « J'aime ». Et surtout, si vous souhaitez recevoir chaque semaine dans votre boîte mail un ensemble d'informations privilégiées, devenez membre payant. C'est une toute petite contribution, 5 $ seulement, moins de la moitié du prix d'un café. Sur ce, Larry, à toi la parole. Eh bien, je précise simplement qu'ils peuvent aussi payer 50 $ par an. Ça leur fait économiser un peu d'argent, 10 $. On peut s'abonner pour un an à 50 $ ou bien mois par mois à 5 $. C'est votre choix. Alors en résumé, aujourd'hui, on va voir à quel point la garantie du Pakistan de venir défendre l'Arabie Saoudite est vraiment fiable. Parce qu'il y a eu 2 incidents. D'abord, les Ansar Allah, les Houthis, ont annoncé qu'ils fermaient la mer Rouge aux Saoudiens. Ils ont imposé un blocus sur les navires saoudiens et l'objectif principal, c'est de bloquer le pétrole qui sort de Yanbu, qui est en ce moment la seule voie de sortie du pétrole saoudien. Et jusqu'à présent, les Houthis n'ont pas précisé s'ils comptaient utiliser des missiles balistiques contre les navires qui tenteraient d'ignorer leur blocus. Mais d'après l'expérience passée, il est très probable qu'ils le fassent. Voilà pour le premier point. Deuxième point, un pétrolier saoudien a tenté de traverser le détroit d'Oman, violant une nouvelle fois les protocoles établis par l'Iran. C'était une provocation délibérée de la part des Saoudiens, et l'Iran leur a fait payer le prix. Ils ont frappé ce navire, il est en feu, peut-être en train de couler. Alors maintenant, les Saoudiens pourraient s'en servir pour aller voir le Pakistan et dire « Hey, on a été attaqué, vous devez venir à notre défense ». Ce qui placerait le Pakistan dans une position très inconfortable. Soit il prend ses distances avec l'Iran, soit il dit aux Saoudiens, en gros, calmez-vous, on ne va pas faire ça, et essaie de maintenir le processus de paix en vie. On sait qu'une délégation iranienne, dirigée par le ministre des Affaires étrangères Arachi, est aujourd'hui à Islamabad. On ignore le contenu exact de leur discussion. Mais une chose est sûre, la position de l'Iran s'est durcie au cours des 10 derniers jours. Les nouvelles attaques américaines contre l'Iran ont commencé il y a une semaine, samedi. Alors si on remonte un peu, aujourd'hui on est le 20, dimanche c'était le 19, le 18, donc en gros c'est le 11 juillet que ces attaques ont vraiment commencé. Et à chaque attaque, l'Iran a renforcé sa riposte. On en est maintenant à un point où, fait intéressant, l'Iran a en quelque sorte forcé les États-Unis à retirer leurs moyens aériens et leurs forces terrestres des bases qu'ils occupaient auparavant. Il y avait 2 bases principales au Koweït. La base aérienne d'Ali al-Salem, et puis le camp Buehring, je crois, une base terrestre d'où étaient tirés des missiles sol-sol avec le système HIMARS. À Bahreïn aussi, il y a la base aérienne de Sheikh Isa et le quartier général de la 5e flotte. Donc ça fait 4 bases au total. Et puis il y a Al Udeid au Qatar, ça fait 5, et Al Dhafra aux Émirats arabes unis, sans compter une autre base plus loin sur la côte.
Ça pourrait donc vous en amener à 7. Et puis, il y a la base de Duqm, à Oman, utilisée pour ravitailler et rééquiper les porte-avions et les destroyers. En sortant du Golfe, on trouve les 2 bases principales situées en Jordanie, la base aérienne Mouafak al-Salti et la base aérienne Prince Hassan. Ces 2 sites ont été particulièrement dévastés au cours de la dernière semaine. L'attaque contre Mouafak al-Salti aurait tué au moins 3 Américains. 2 décès ont été confirmés. Une personne est portée disparue, mais ce qu'ils ont retrouvé, ce sont des restes humains. Ils ne savent pas à qui ils appartiennent. Une image vraiment macabre, terrifiante. On nous dit aussi que 3 à 5 soldats ou aviateurs blessés ont été embarqués à bord d'un CDX-7 pour être transportés à Landstuhl en Allemagne, vers le centre médical là-bas, et que 3 à 5 d'entre eux n'étaient pas censés survivre au vol entre la Jordanie et l'Allemagne. Depuis, nous n'avons eu aucune mise à jour à ce sujet. Ce que nous savons, c'est que les États-Unis essaient de repositionner leurs avions, de les placer dans des zones plus sûres et de déplacer certains appareils vers Israël. Mais ça, évidemment, ça augmente le niveau de menace pour Israël. Et dans ce contexte, le Conseil national de sécurité israélien et le cabinet sont en réunion en ce moment même, pendant qu'on enregistre cette émission, pour décider de la réponse à apporter à l'Iran. L'Iran dispose désormais d'un système de missiles balistiques très précis, en partie parce qu'il s'appuie sur le système de satellites chinois Beidou pour cibler et s'assurer que les frappes atteignent bien leurs objectifs. Ils l'ont appris à leurs dépens il y a 1 an, en juin. En s'appuyant sur le GPS, ils ont offert aux États-Unis et à Israël un moyen de pirater le système, ce qui a rendu les missiles bien moins précis que ce que les Iraniens espéraient. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une destruction totale des systèmes de défense aérienne occidentaux. Les PAC-3 et les THAAD sont pratiquement à bout de ressources. David's Sling et le dôme de fer ne fonctionnent pas contre les missiles balistiques iraniens. Ils ont à peine une efficacité contre certains drones. L'Iran se trouve donc dans une position très forte pour poursuivre son offensive. Une offensive pensée avant tout pour chasser les États-Unis du Golfe Persique, pour rendre leur présence trop coûteuse, trop dangereuse, et les dissuader de ramener des troupes ou du matériel dans la région. Donc, même s'il y a apparemment des pressions venant de Washington avec Donald Trump qui supplierait les Pakistanais d'intervenir auprès de l'Iran pour le ramener à la table des négociations, la réalité, c'est que l'Iran ne reviendra pas sans concessions importantes de la part de Donald Trump. Et ces concessions exigeraient que les États-Unis, dès le départ, débloquent les avoirs gelés, maintenant, pas à une date indéterminée dans le futur. Que le blocus et les sanctions sur le pétrole soient à nouveau levés, et qu'en plus de cela, d'autres sanctions imposées par les États-Unis soient également levées. Encore une fois, cette demande est présentée comme un signe de bonne foi de la part de Washington. Pardon, j'ajoute aussi que la pression pour faire sortir les Israéliens du sud du Liban, eh bien, l'Iran n'a pas reculé là-dessus. Et franchement, je ne vois pas Donald Trump à ce stade prêt à faire ce genre de concessions. En réalité, il renforce encore ses menaces. Il parle de plus de violence. Il menace d'ouvrir et de déchaîner les portes de l'enfer contre l'Iran. Et l'Iran s'y est préparé. Pendant qu'on parle, l'Iran a déjà lancé des missiles balistiques depuis Tabriz en direction de la Jordanie et les sirènes retentissent déjà à Amman. L'Iran attaque aussi la base aérienne d'Erbil, au Kurdistan irakien, parce que les Kurdes, en coopération avec la CIA, auraient tenté de former une force d'attaque destinée à pénétrer en Iran. Et l'Iran n'attend pas d'être frappé. Il agit de manière préventive, dès maintenant.
Cette semaine, on va sans doute assister à une intensification de ces échanges entre les États-Unis et l'Iran. La différence, c'est que l'Iran a les moyens de soutenir et de prolonger ce conflit. Les États-Unis, eux, ne les ont pas. Eh bien, Larry, je n'aurais pas pu mieux dire, surtout avec si peu de mots pour décrire une situation aussi complexe. Et juste avant qu'on commence l'enregistrement, je t'ai partagé des informations confidentielles venant de sources très proches du Guide suprême qui a récemment commencé à consolider son pouvoir. Pour notre public, je voudrais simplement préciser que l'ambiance à l'intérieur de ce bureau n'a rien de conciliant. En réalité, c'est une atmosphère de détermination, très ferme. Et les mots exacts sont « Les gens qui gagnent ne cherchent pas à mettre fin au conflit ». Ce sont les mots exacts. Alors, dans cet état d'esprit, je voudrais corriger quelque chose que vous venez de dire, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Il y a eu une visite à Islamabad il y a quelques jours, menée par le ministre des Affaires étrangères, Araqchi, qui a eu des consultations avec la direction pakistanaise. D'après ce que je sais, la visite s'est très bien passée, et aujourd'hui, pendant que nous parlons, une nouvelle délégation est arrivée à Islamabad. Et, fait intéressant, on m'a dit qu'elle apporte un message personnel du dirigeant Mustafa à la direction pakistanaise. Cette délégation est conduite par quelqu'un d'assez influent en Iran, le chef de ce qu'on appelle le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur en Iran, c'est un peu l'équivalent des forces de sécurité intérieure. Alors, un homme très influent à la tête d'une délégation d'une vingtaine de personnes est actuellement à Islamabad. Ils vont avoir des consultations avec la direction pakistanaise dans quelques heures. Et bien sûr, nous vous tiendrons informés de tout ce qui se passera pendant ces discussions, ainsi que du message spécial qu'ils apportent, puisque ce message doit être remis en main propre dans une lettre par le chef de la délégation. Ce sera donc très intéressant pour nous de le savoir, et on fera en sorte que vous le sachiez dès que nous, on le saura. Ce sera d'ailleurs disponible demain, quand Pepe, un autre membre fondateur de cette émission, sera avec moi. Alors, Dari, est-ce que tu veux réagir à ces développements? Oui, eh bien, on ne sait pas encore quel sera le message, mais d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, l'Iran n'a pas l'intention de se rendre. Ils ne demandent pas à Islamabad de cesser le feu avec les États-Unis. Ils vont insister sur le fait qu'ils posent clairement leurs conditions. Voilà ce que les États-Unis doivent faire s'ils veulent mettre fin à ce conflit. Voilà ce qu'ils doivent faire. Et voilà ce que nous exigeons. De cette façon, le gouvernement pakistanais et le général Munir seront correctement informés et pourront ensuite parler avec autorité à Donald Trump pour lui faire savoir « voilà ce que vous devez faire ». Maintenant, encore une fois, je pense que Trump va probablement passer la semaine à continuer de menacer et à appeler à une action plus forte. Mais je pense qu'une combinaison entre la situation économique et son soutien politique va le forcer à changer. En ce moment, il a le taux d'approbation le plus bas de tous les présidents du XXIe siècle. Plus bas que celui d'Obama, plus bas que celui de George W. Bush, à l'époque où Bush était très impopulaire pendant la guerre en Irak. Donc je pense que la réalité de sa mauvaise position, ajoutée au fait que je suis sûr, l'armée va le briefer en lui disant qu'on ne peut pas continuer à tirer des armes ou des missiles à ce rythme, qu'on va finir par en manquer. Eh bien, je pense que la combinaison de tous ces facteurs va finir par le pousser à faire marche arrière. Quand est-ce que vous voyez ça se produire? Et j'aimerais ajouter une statistique que j'ai lue ce matin. Au plus fort de la honte américaine, au Vietnam,
quand les forces américaines étaient littéralement évacuées par hélicoptère depuis les toits, le soutien à la guerre du Vietnam était plus élevé que celui qu'on observe aujourd'hui pour la guerre des États-Unis en Iran. Autrement dit, le soutien à la guerre en Iran est encore plus faible qu'il ne l'était au moment où les États-Unis ont décidé de se retirer du Vietnam, ce qui n'était déjà pas glorieux. Alors, avec ce genre d'état d'esprit dans le pays, avec les prix qui montent et l'incapacité de Trump à mentir pour s'en sortir, parce que les gens vont le sentir directement à la pompe et que tout le reste va augmenter, sans engrais, sans rien. Combien de temps pensez-vous qu'il pourra tenir? Combien de temps pensez-vous que les républicains pourront continuer à soutenir ça? Non, franchement, je n'y crois pas. Imaginons que ça continue. Si ça dure jusqu'en août, je serais vraiment surpris. Parce que vous savez, on a vu sa première tolérance pendant la Première Guerre, celle qui a commencé le 28 février. Elle a duré environ 40 jours, un peu plus, disons un peu plus de 5 semaines. Donc je pense que ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'il va faire pression pour obtenir une réduction, un accord de l'Iran pour arrêter les bombardements, les attaques contre les bases militaires. Mais je ne pense pas que l'Iran va relâcher la pression. Je crois qu'ils ont retenu la leçon du passé. À chaque fois qu'ils se retirent un peu et laissent une chance aux États-Unis, les États-Unis en profitent pour trahir leurs paroles et recommencer. Donc à mon avis, on s'oriente vers un conflit prolongé jusqu'à ce que les États-Unis soient, en gros, forcés de reconnaître qu'ils ne peuvent pas battre l'Iran. Eh bien, sur ce point, Larry, je veux partager avec notre public, et je te l'ai déjà dit plus tôt, l'ambiance qui règne au vrai centre du pouvoir en Iran, c'est-à-dire dans le bureau du dirigeant Moshe Taba. Là-bas, c'est clair, aucune concession du côté iranien, et des exigences, rien d'autre. Ce n'est pas que Trump n'appelle pas Asim Munir, on sait très bien qu'il l'appelle. On le sait avec certitude grâce à nos contacts. Asim Munir a reçu plusieurs appels du genre « Faites quelque chose, il faut qu'on revienne à la table des négociations ». Et Asim Munir n'a pas répondu. Il n'a pas dit « Oui, je peux arranger ça ». Parce que Asim Munir est quelqu'un de très, très, très compétent. Je ne sais pas vraiment ce que Trump comprend de nous. C'est un survivant et il est très capable. Et comme je le connais personnellement, je peux le dire. En tout cas, sa réponse a été « Nous parlons aux Iraniens. Nous parlons aux Iraniens. Nous vous recontactons très vite dès qu'on a des nouvelles. » Et le message des Iraniens, c'est « Nous n'allons pas laisser les États-Unis arrêter quoi que ce soit. Revenez dans 3 semaines. » Je peux le dire avec certitude, ça n'arrivera pas. Une pause temporaire, ça n'arrivera pas. Ce que ça veut dire en clair, c'est que les États-Unis vont devoir quitter le conflit la queue entre les jambes. Et ça, ce sera l'héritage de Trump. Oui, et même si j'ai toute confiance en ce que vous dites, je remarque simplement qu'il existe une autre vision des choses. Certains estiment que les Pakistanais sont plus enclins à coopérer avec les États-Unis, plus disposés à les soutenir, qu'ils ne le sont à soutenir les Chinois. Du coup, cela place le Pakistan dans une situation très délicate à cause de sa relation de longue date avec les États-Unis et la CIA qui remonte à près de 70 ans. Et aujourd'hui, cette relation évolue avec la Chine qui joue un rôle économique et sécuritaire de plus en plus important en fournissant au Pakistan des avions de chasse de 5e génération et des capacités clés de défense aérienne. La question, au fond, c'est toujours une question de confiance. Et le vrai test pour le Pakistan dans les prochains jours, ce sera de voir comment il réagit après l'attaque conjointe de l'Iran et des Houthis contre les intérêts saoudiens.
Cela risque de mettre l'Arabie saoudite en colère, mais elle n'a pas beaucoup d'options militaires, à part se tourner vers le Pakistan et lui demander d'intervenir militairement. Et je pense que toi et moi, on est d'accord pour dire que c'est peu probable. Je vous l'assure, d'après ce que nous voyons, ce que nous savons et ce que nous observons presque d'heure en heure, ça n'arrivera pas. Le Pakistan n'attaquera pas l'Arabie saoudite. Le Pakistan n'attaquera pas l'Iran. Ça n'arrivera pas. Et je le dis aussi clairement que possible. Ce que vous dites sur la relation entre les États-Unis et le Pakistan était vrai jusqu'à la récente catastrophe en Afghanistan. Et je connais personnellement beaucoup de gens, des officiers pakistanais de tout premier rang, des relations personnelles. L'état d'esprit dans ce cercle, et ce sont eux qui contrôlent réellement le Pakistan à tous les niveaux, c'est qu'ils ne feront rien, absolument rien, qui puisse contrarier la Chine. Rien du tout. Peu importe la nature de leurs relations personnelles, que ce soit il y a des années ou même récemment. La Chine, c'est la puissance qui se cache derrière tout ce qui se passe dans cette partie du monde, et en réalité, dans toute la région. Le Pakistan fera ce que la Chine veut qu'il fasse, et on l'a rapporté sur notre chaîne. Il y a seulement 2 jours, Ishaq Dar a passé 2 jours en Chine, où il a rencontré Wang Yi et d'autres dirigeants. Il a reçu un mandat clair de la part de Wang Yi. Il y a un scénario qu'il suive à la lettre. La Chine n'est pas particulièrement pressée que cette guerre se termine demain. C'est quelque chose qu'on aurait peut-être dû préciser plus clairement. Ils sont très contents de voir les États-Unis se faire battre. Oui, vraiment, ça les réjouit. Bien sûr, ils aimeraient que les États-Unis partent bientôt, peut-être, comme on vient de le dire, avec une tige d'acier dans le dos. Mais en attendant, ils sont contents de les voir épuiser leurs ressources. Ils sont contents de les voir humiliés. Tout ce qui se passe en ce moment, ça leur va très bien. Donc, le Pakistan ne fera rien. Je veux dire, je peux le dire sans hésiter, absolument rien que la Chine ne veuille pas qu'il fasse. C'est une affirmation forte, je le sais, mais j'en suis tellement sûr que je n'ai aucun doute en le disant. Alors oui, peut-être que vous avez déjà entendu ça, et peut-être que c'était encore vrai il y a quelques mois. Et il y a sans doute encore quelques factions qui gardent une certaine sympathie pour les États-Unis. Mais ce ne sont pas eux qui dirigent le pays aujourd'hui. Exactement, oui. Alors, Voilà où nous en sommes pour le moment. c'est la toute dernière information. Nous vous tiendrons au courant des nouveaux développements au fur et à mesure qu'ils se produiront, et ils vont se produire presque d'heure en heure. Parce que l'équipe qui représente le leader de Mojtaba à Islamabad, c'est elle qui va prendre les décisions. Et ces décisions ne seront pas faciles, ni pour les États-Unis, ni pour les pays occidentaux. Et nous pouvons le dire sur notre chaîne avec un certain degré de certitude. L'hégémonie des États-Unis est en déclin, et elle va finir par s'achever. Je sais que c'est une déclaration audacieuse, j'en ai conscience et j'assume pleinement de la formuler. Je crois d'ailleurs que mon collègue partage ce point de vue. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette chaîne. Alors, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement. Si vous voulez recevoir tout ça directement dans votre boîte mail, devenez membre payant pour un tarif vraiment modeste, à peine la moitié du prix d'un café. Allez sur Substack et abonnez-vous, devenez membre payant. Si vous préférez avoir tout ça pour une année complète, il suffit de payer $50 et on continuera à vous proposer ce contenu. On sera de retour demain avec Pépé, puis mercredi, tous les 3 ensemble. Merci beaucoup d'être notre public. Merci aussi pour la croissance incroyable que nous avons connue. Ça montre bien qu'il y a une vraie soif de vérité. Merci à vous. À bientôt. Merci.